Bonjour, alors on est le 11 octobre aujourd'hui et je profite des derniers beaux temps, on est le matin, il n'y a pas beaucoup de bruit et je me dis que c'est le moment de vous tourner un petit point lecture. Je pense que ce sera des dernières fois où je ferai une vidéo dans le jardin, donc j'en profite un petit peu. Allez, c'est parti pour un point lecture où je vais vous parler de 4 livres. Je vais commencer par vous parler d'un livre de Jodi Picoult qui s'appelle Le rideau déchiré. Jodi Picoult, j'avais déjà lu 1000 petits riens que j'avais adoré, qui avait été vraiment une très très bonne lecture. Je m'étais sentie très bien dans ce roman et les thématiques abordées me plaisaient beaucoup. Je pense que c'est une autrice qui parle de thèmes qui me parlent. J'ai choisi celui-là parce qu'on me l'a conseillé et la thématique me faisait envie. Donc on va suivre une jeune fille qui a un chien et qui l'aide à retrouver des personnes perdues grâce à son odorat. Donc elle est maître chien de ce toutou. Et elle vit avec son père, elle est mariée. Non, elle n'est pas mariée. Elle est avec un homme et ils ont un enfant, une petite fille. Tout va bien. Et dès le début du roman, voilà ce qui se passe. C'est que la police débarque chez eux, chez son père, et l'arrête, lui, pour kidnapping d'enfants. Et elle dit, mais non, mais attendez, il doit y avoir une erreur. Mon père ne peut pas avoir kidnappé qui que ce soit. Et d'ailleurs, qui aurait-il kidnappé? Et son père lui dit, mais toi, en fait. Et là, elle va découvrir qu'en fait, il y a toute une histoire derrière la vie avec son père, que la mère qu'elle croyait décédée est toujours en vie, et que son père, suite à un conflit intra-mariage, ou plutôt sur le divorce, son père s'est enfui avec elle, et lui a fait croire que sa mère était morte. Et on va remonter évidemment tout le fil de l'histoire, tout le pourquoi du comment, avec est-ce qu'on prend parti pour le père, pour la mère, on suit Delia, comment retrouver son identité, comment retrouver son chemin de vie quand on découvre une expérience pareille. Le micro est là. Voilà. J'espère que ça a marché, j'ai la flemme de recommencer. Voilà, donc c'est un roman que j'ai trouvé très agréable à lire. Cependant, je l'ai trouvé beaucoup, mais beaucoup moins bien que 1000 petits riens. Ce que j'ai aimé, c'est la thématique de l'enlèvement d'enfants, où on retrouve une enfant adulte qui se retrouve confrontée à son passé. Puis c'est pas un enlèvement par des inconnus, c'est un enlèvement par le père. Donc derrière, il y a toute une construction, un schéma familial qui a été détruit. Donc je trouvais ça très intéressant et c'est vraiment le point fort du livre parce que je pense que c'est une thématique qui intéresse beaucoup. J'ai aussi apprécié, et c'est assez étrange, le triangle amoureux. C'est vraiment pas ma came, mais voilà, donc il y a le père de sa fille qu'elle doit épouser, qui est avocat, qui va défendre le père au procès. Voilà, c'est quelqu'un qui est très investi, mais qui a un lourd passif un peu compliqué à gérer. Et puis il y a leur meilleur ami. Ils ont grandi tous les trois, ils ont toujours été tous les trois. Ils ont vécu toute leur vie en poussant, voilà, dès l'enfance, côte à côte, tous les trois. Et le meilleur ami a toujours été aussi amoureux d'elle, a plus ou moins laissé sa place, mais voilà. Et normalement, ce genre de thématique, moi, ça m'énerve. Là, ça s'est plutôt bien passé pour moi. J'ai pas été gênée par le côté triangle amoureux. Voilà, ça se passait plutôt bien. Même le côté choral, où on a les chapitres, etc., avec les différents points de vue. Tout d'un coup, on va se retrouver avec l'histoire racontée par le père, ou par la fille, ou par le mari, le père de sa fille, ou par le copain. Voilà, et même parfois par la mère. C'est assez intéressant. Ça fonctionne bien, ça permet d'avoir différentes histoires qui s'entremêlent. On a toute une partie qui est racontée par le père lorsqu'il est arrêté et il est dans l'univers carcéral. Donc on a un côté description de l'univers carcéral américain que moi j'ai bien apprécié. Et évidemment, j'ai adoré la partie procès, comme je l'ai souvent dit en vidéo, moi j'adore tout ce qui se passe dans les tribunaux, et que ce soit en film, en livre. Donc forcément, j'attendais beaucoup cette partie tribunal qui est franchement une partie que j'ai vraiment bien aimée. La partie que j'ai vraiment pas aimée, qui m'a saoulée, c'est lorsqu'elle débarque là où vit sa mère et où son père a été emmené et où il va être jugé. Elle se retrouve dans une caravane avec pour voisine une femme. Et il y a toute une partie sur le côté un peu ésotérique, les côtés un peu mystiques de certaines populations qui croient en des choses, etc. Et à un moment donné, elle part avec cette femme pour rencontrer sa famille, enfin vivre dans son village et tout ça. Alors franchement, cette partie-là m'a fait chier.
c'est pas ma came et je m'en serais bien passée en fait. Après, la grande force de Jodi Picoult, c'est de vraiment nous réussir à nous mettre dans la peau des personnages, à nous faire nous questionner, à nous faire nous demander comment nous on réagirait si on se rendait compte que nos souvenirs ont été biaisés, comment est-ce qu'on s'adapterait à cette nouvelle vie au fur et à mesure qu'elle rencontre sa mère, etc., les circonstances, nous, quelle réaction on pourrait avoir. Ça, je trouve qu'elle est vraiment très forte. Et comme elle l'a pu l'aborder dans d'autres romans, il y a vraiment des questions philosophiques de comment on réagit et qu'est-ce que le bien et le mal. En l'occurrence, le choix du père, elle nous fait poser la question de est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'on aurait fait pareil? Mais en même temps, si on était la mère... Voilà, il y a vraiment un chemin de pensée que je trouve toujours très intéressant dans les romans de Jodi Picoult, dont forcément j'en lirai d'autres, je le sais. Donc voilà, en gros un roman que j'ai bien aimé lire, qui était parfait pour une lecture de vacances, j'ai lu au mois d'août. Juste les digressions autour de l'univers de cette femme, c'était pas indienne, mais c'était un trip un peu comme ça. Là vraiment ça m'a saoulée. Tout le reste, franchement, j'ai passé un bon moment de lecture. Et attention, roulement de tambour, on s'attaque à un roman qui m'a littéralement bouleversée. Ça n'a pas été un coup de cœur. Parce que, et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est lié vraiment au livre. Mais ce livre était incroyable et ça a été une très grande lecture. Il s'agit de Il n'est pire aveugle de John Boyne. Alors on va suivre Audran Yates, qui est donc un jeune garçon. On va le suivre dans son contexte familial, dès tout petit. On va voir ce qui va arriver dans sa vie et malheureusement le malheur va frapper dans sa famille très tôt. Et face à ce qui s'est passé, avec cette mère qui prend un côté un peu mystique, Audran est propulsé très fortement dans la religion, ce qui lui convient bien. Et il devient prêtre. Et on va suivre toute sa vie de prêtre. Voilà. Tout le roman, c'est sa vie de prêtre. Qu'est-ce qu'il fait, ses choix, voilà. Et Audran, c'est un prêtre normal, lambda. C'est un prêtre... qui a priori à la base, quand même, il aimait les femmes, mais il n'a pas de mal à y renoncer, qui croit vraiment, qui a une foi très forte et qui s'épanouit vraiment en tant que prêtre, qui aurait pu même être plus gradé dans la religion catholique. Pour des circonstances X ou Y, ça n'arrivera pas. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de très investi dans sa foi, dans sa religion. C'est un personnage qui n'est pas flamboyant, qu'on n'arrive pas vraiment à... On ne peut pas avoir un coup de cœur pour ce personnage, on ne va pas se dire « Ah, je l'aime trop ». Tellement il est banal en fait, il est même un peu chiant. Parfois il a des idées, tu te dis « Bon, allez pépère ». Voilà, donc c'est vraiment la description du personnage lambda. Ce qui est intéressant, c'est qu'on suit en parallèle les tourmentes. Alors ça se passe en Irlande, pardon, je ne l'ai pas dit, hein, les romans de John Boyne se passent en Irlande. Il est irlandais et je pense que c'est quelqu'un qui connaît très très bien la religion catholique. Il est homosexuel et je pense qu'il défend fortement tous les problèmes de pédophilie. Non, il ne défend pas les pédophiles, pardon. Non, il a vraiment à cœur de défendre... Merde, comment je vais le formuler ? Parce que je ne veux pas dire aller contre, donc je voudrais plutôt mettre en avant, mettre en valeur sa bataille pour la défense des enfants et essayer d'avoir une religion propre. Voilà. Et donc on va suivre effectivement cette histoire-là au milieu d'une Irlande dans laquelle éclate le scandale, qui est bien sûr le scandale de la pédophilie dans l'église catholique irlandaise. Et Dieu sait que c'était XXL, que vraiment c'était indécent le nombre de viols et de maltraitances qu'il y a eu sur les enfants en Irlande dans les années 50, 60, 70, c'était infernal. Et le jour où ça a explosé, évidemment, ça a été un coup de tonnerre. L'Église a très très mal géré, mais vraiment très très mal géré. Ils ont passé leur temps à essayer de couvrir et de justifier l'injustifiable. Et John Boyne, au milieu de tout ça, campe ce personnage qui est en dehors de cette mouvance. Lui, il n'a rien fait, il n'est pas pédophile, il est tout à fait bien sous tout rapport, il est d'une banalité affligeante. Mais il n'est pire aveugle. Cette expression biblique est particulièrement bien choisie et résume parfaitement ce roman. Juste pour revenir sur ce que je disais à propos de John Boyne, je vais vous lire quand même ce qu'il met en exergue du livre.
Il est impossible de fournir une estimation du nombre d'enfants qui ont souffert en Irlande entre les mains de l'Église catholique, et il n'est pas aisé de deviner le nombre de prêtres honnêtes et dévoués qui ont vu leur vie et leur vocation ternies par les actes de leurs collègues. Ce roman est dédié à toutes ces victimes, qu'ils aient droit à une vie plus heureuse. Notre prêtre, lors de son séminaire qui débute en 1973, rencontre celui qui sera son meilleur ami, Tom, et ils vont suivre leur parcours de vie. Et nous, lecteurs, on suit Tom de loin. Nous, on est vraiment à Codran, et en fond, il y a ce fameux Tom. J'ai trouvé que c'était hyper bien fait, hyper bien amené, évidemment hyper bien écrit. Il y a une intelligence qui se dégage des livres de John Boyne, ça me stupéfie à chaque fois. Donc je ne vais pas revenir sur Les Fureurs invisibles du cœur, qui avait été pour moi, alors pour le coup, un coup de cœur intersidéral. Ce livre m'avait chamboulé de A à Z. Donc là, en fait, c'est un peu en regard de celui-ci que je ne peux pas dire qu'Il n'est pire aveugle est un coup de cœur. Mais c'est un livre qui m'a, comment disent les Américains, blow my mind. En fait, j'ai trouvé que c'était remarquablement intelligent de dénoncer la pédophilie dans l'Église catholique en nous parlant de quelqu'un qui n'est pas du tout un pédophile. En fait, c'est la démonstration par l'inverse, et donc prendre le biais humain et de se dire que ce fléau existe, qu'il faut le combattre, que le nier comme l'a fait l'Église, c'est une hérésie, mais qu'ils ne sont pas tous comme ça. Et que du coup, c'était hyper intéressant. Cependant, Il n'est pire aveugle. Ce roman est bouleversant, ce roman est empreint d'humanité, ce roman est parfois très difficile à lire parce qu'on y a des choses qu'on voit venir, on le sait, hein, et on les veut pas en fait, c'est bouleversant, c'est remarquable, vraiment remarquable dans la pensée. La structure narrative aussi, avec une alternance passé-présent où on va, on vient, ce qui fait que ça nous perd, nous lecteurs. Je pense que s'il avait construit roman de façon linéaire, on aurait vu plus les choses à venir. Mais comme il nous promène et qu'il nous distille ces petits pions là comme ça, le temps qu'on remette tout en l'ordre, je trouve que c'est hyper fin parce qu'on voit moins les choses arriver. Bref, c'est un roman brillant et je vous en conseille vivement la lecture. Allez, on enchaîne avec du beaucoup plus léger puisqu'on va parler de Un vrai dépaysement de Clément Bénèche. Alors, petit disclaimer, comme je le fais parfois, je tourne cette vidéo après avoir rencontré l'auteur. Et donc là, je manque d'objectivité parce que le mec, il est juste trop sympa. Et si vous êtes bibliothécaire, je vous invite à lire son livre et à l'inviter. Parce que alors franchement, à recevoir, c'est du caviar, le garçon. Il est drôle, il est gentil, il est bienveillant, il parle, il est très facile d'accès, il aime profondément la littérature, la culture. On sent qu'il est imprégné de cet univers, ça lui parle. Il a tout le temps envie de parler, de raconter des choses. C'est quelqu'un qui est vraiment charmant. Donc, je vais vous parler de son livre, avec un manque d'objectivité totale. Alors on va suivre Romain d'Astéry. Alors Romain d'Astéry, déjà d'Astéry apostrophe, on sent qu'on est, voilà. Donc on est dans un milieu très très bourgeois parisien, non bordelais. Et son père est architecte, son frère est architecte, sa mère est une espèce de lady. Il est dans ce monde-là très bourgeois qui l'énerve. En fait, il déteste ça, il en a marre de cette bourgeoisie. Il a envie d'en sortir. C'est assez joli la description qu'en fait Clément, c'est de voir la dualité qu'il y a en lui, parce qu'il aime sa famille. Il n'a pas choisi d'être né là où il est né. Il est comme nous tous, on subit notre milieu social. Il le subit aussi, même si c'est un milieu argenté, même si c'est un milieu bourgeois, et même si ses parents sont adorables, c'est pas le souci. C'est juste que, ça lui pose un souci politique, voilà. Et j'ai trouvé ça assez charmant, ce début de livre où il décrit ce personnage en but à son monde. On a tellement tendance à lire plutôt des romans de transfuges, de classe, qui partent du plus bas vers le plus haut. Et là, le mec est juste en train de nous dire, non, mais moi, ce milieu-là me fait chier, moi, je vais aller un peu plus bas, je vais voir plus bas. Sauf que c'est pas possible, parce que quand on est intelligent, brillant, et qu'on a beaucoup d'aide, on va pas vraiment plus bas. Le mec, pour aller plus bas, il passe la grègue. C'est pas... Voilà. Et on suit ce personnage qui est un peu agaçant,
qui est pétri de convictions, d'avis sur tout, qui veut devenir prof parce qu'il va aider les gens. Voilà, le mec, il t'explique qu'il est là pour aider les gens, aider les jeunes, il va faire plein de choses très très grandes, c'est à mourir de rire. Il est d'un agaçant, mais d'un agaçant, j'avais envie de le gifler. Et il me rappelle beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce roman, ça me rappelait beaucoup les personnages de profs décrits par les auteurs anglais. Les Anglais adorent se moquer des enseignants. Et je pensais à Wilt chez Tom Sharp. Je pensais à tous les enseignants que David Lodge a pu balancer sous le bus. Je pensais à... comment il s'appelle? C'est Joseph Connelly? Enfin bref, vous voyez ce type d'humour anglais qui est assez peu présent en France. C'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup de romans vraiment drôles. Et on hésite toujours à se moquer des profs. Les profs, il y a un côté un peu non mais on est prof, on est l'élite, etc. Et ça faisait du bien, je trouve. Voilà, j'ai trouvé que ce roman avait un côté frais, un côté un peu léger qui changeait et qui était pour ça assez sympathique à lire. Et donc ce jeune homme, pétri de conviction, décide qu'il va demander pour son premier poste, donc c'est le début du roman, il va partir en Guyane, parce que là-bas, il y a vraiment des gens à aider. Sauf qu'il y a un bug du système et qu'il ne se retrouve pas du tout en Guyane, mais en Auvergne. Ce qui va être presque aussi exotique que la Guyane pour un jeune homme comme Romain. Et donc là, on va suivre ses aventures chez son logeur, avec la directrice du collège, avec ses collègues profs, il y a un prof de sport notamment, et une prof de maths, avec... une jeune fille roumaine qui est dans sa classe et les parents de la dite jeune fille. Il y a une scène qui se passe chez les parents de la jeune fille qui est juste à hurler de rire. Elle est vraiment en décalage total, enfin vraiment elle est très très drôle. Donc voilà, donc c'est un roman qui se lit très bien, qui n'est pas très long, que on peut facilement conseiller. Moi, c'est vraiment un roman que je conseille. Et souvent, j'ai des retours. Les gens me disent « Oh, c'était sympa, ça fait du bien, ça change, j'ai ri. » Oui, mais oui. Alors, j'ai aussi eu des retours de gens qui me disaient « Oui, alors ça manque un peu de profondeur. » Oui, mais vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas avoir... si vous lisez Tom Sharp, vous l'avez oublié, mais Tom Sharp, ce n'était pas hyper profond. C'est juste un truc que vous vous bidonnez d'A à Z. Donc, on ne peut pas tout avoir, voilà. Donc là, c'est un roman léger, c'est un roman drôle, comme on n'en a pas si souvent en France. Et je pense que c'est mérite d'être lu. Voilà, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. J'ai manqué de gifler plusieurs fois le type. Mais comme m'a dit Clémence, c'est normal, c'est fait exprès. Donc oui, je sais que c'est fait exprès, mais non, quand même, ça m'énerve. Il m'a énervé. Voilà, donc vous lirez, il y a plein de... toute sa rhétorique pédagogique, ses grandes pensées, machin. Vous avez envie de le mordre. Voilà, un roman très drôle de la confrontation entre la bourgeoisie et les petites gens, entre les grandes ambitions et la réalité de la vie, entre les rapports humains, bref. Il fait 200 et quelques pages, faites-vous plaisir. Et enfin, je termine avec Guyane. Alors oui, on va encore parler de Guyane, c'est incroyable, c'est la thématique de la vidéo visiblement, de Jean-Paul Delfino. Alors là, on change d'ambiance puisqu'on est vraiment en Guyane, c'est la réalité. Donc on est en 1870 et on part dans ce roman pour vivre une grande fresque. C'est le roman, vous savez, souvent on reproche aux romans français d'être nombrilistes, de raconter du moi et de ne pas savoir nous raconter d'histoire. Tout comme le roman de Clément Bénèche avec pas du tout la même ambition, nous raconter une histoire, et bien là aussi, on va avoir vraiment le roman avec du romanesque, mais le grand romanesque. Donc on est sur la commune de Paris, à la commune de Paris, et on suit une femme, Clara, qui est arrêtée, qui a 17 ans, la pauvre, voilà, elle va être déportée, et elle va partir en Guyane pour 8 ans, pour trouble à l'ordre public. On suit le personnage de Manet, qui est un ancien esclave au Brésil. Et même si l'esclavage a été aboli, la plupart des gens gardent leurs esclaves et lui, il s'enfuit. On va suivre son parcours jusqu'en Guyane. Et on va suivre un homme
qui s'appelle Alphonse, qui est un Français qui est absolument détestable. C'est un espèce de sale type qui a eu des parents qui avaient fait fortune, mais qui l'ont mal élevé. Il est devenu très nombriliste, très égoïste. Et il dilapide la fortune de ses parents dans les jeux. Il épouse une fille, ils ont 2 enfants, il la laisse. Et il part en Guyane pour des raisons que je vous laisse découvrir. Et il va vivre en Guyane. Et en fait, vous allez suivre alternativement le parcours de ces 3 personnages. Et je vous laisse découvrir, savoir s'ils vont se croiser à un moment ou à un autre. Jean-Paul Delfino, donc c'est aussi quelqu'un que j'ai rencontré il y a 15 jours pour une rencontre littéraire. Il m'expliquait que lui, vraiment, il parle brésilien, il parle portugais, il parle plusieurs dialectes. Il aime profondément la Guyane, il y va régulièrement. Et ce roman était vraiment un hommage à la Guyane face au mépris des Français, de l'histoire de France et des politiques français à l'époque et encore face à ce territoire. Et j'ai trouvé qu'il le faisait vachement bien, c'était très bien écrit, très bien amené. Les personnages sont très attachants, pour 2 d'entre eux, le 3e est parfaitement détestable, mais c'est le jeu. Toute l'histoire, toute cette fresque, c'est aussi la rencontre face à une terre, face à une société qui est très différente de la société française de l'époque. Vous êtes immergé. On est littéralement immergé dans cette ambiance. Vous sentez les odeurs, il y a la sueur, il y a les parfums capiteux. Vous avez toute la description des couleurs, de la nature luxuriante, la jungle qui peut être votre ennemi, mais aussi des taffetas, des tissus. Vous savez, il y a toutes ces descriptions autour de la boue lorsque c'est sale, de la violence faite aux femmes, de tout ce que une femme peut subir. Et en ça, le livre de Jean-Paul Delfino est vraiment très intéressant. C'est un livre que je peux facilement conseiller parce que du fait de sa flamboyance romanesque, il est très facile à lire, il est très addictif. On a envie de poursuivre l'aventure avec ses personnages. Et l'apport historique, le regard historique, sociétal, politique sur la France de l'époque et sur la Guyane, sur le rapport de la France face à ses territoires outre-mer, face à ses colonies, est hyper intéressant, hyper bien amené. Vraiment, j'ai trouvé que ce roman de Jean-Paul Delfino était très intéressant. Et au-delà de tout ça, l'écriture de Jean-Paul Delfino est vraiment très très belle. J'ai trouvé qu'il réussissait aussi bien dans ses descriptions que plus dans les scènes d'action, c'est un bien grand mot, mais dans tous les mouvements, les aléas de la vie, les tempêtes qu'on rencontre, que rencontrent ces personnages. Il arrivait à insuffler une espèce de souffle, justement, de force que j'ai trouvé hyper intéressante. Et c'est un roman vraiment que vous pouvez lire assez sereinement si vous aimez l'histoire, si vous aimez la flamboyance, si vous aimez les romans un peu épiques, les romans qui vous racontent des choses qui sortent du nombrilisme du moi français. Écoutez, ce livre-là, il est parfait. Voilà, merci beaucoup si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit arbre pour me montrer la jungle luxuriante de la jungle de Guyane. Voilà, mettez-moi des petites fleurs, des petits arbres, etc. Bien sûr, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner, merci s'il vous plaît, faites-le. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao!